Annoncée en 2021 lors du 25e anniversaire de la franchise Tomb Raider, la série animée Netflix nommée Tomb Raider la légende de Lara Croft souhaite faire un pari impossible, contenter une fanbase exigeante et divisée, faire découvrir l'univers de Lara Croft au plus grand nombre et réussir à faire le pont entre l'ère Survivor qui dure depuis 2013 et l'unification de la franchise, un terme marketing assez nébuleux annonçant la sortie d'un prochain jeu. Nous allons revenir sur chacun de ces points et allons nous intéresser à ce projet de série Netflix, ainsi que les critiques qui en découlent depuis l'unification, ses controverses, ainsi que ma position sur tout cela. Il ne s'agit pas de faire une critique de la série pour l'instant, mais de donner un aperçu des réactions autour de la franchise et de ce qu'elles peuvent signifier pour le futur de celle-ci. Bienvenue dans Tomb Raider Files. Pour les non-initiés, il faut savoir que la franchise Tomb Raider se compose de 3 ères, elles-mêmes divisées en 7 continuités. La première ère, dite classique, comporte principalement 2 trilogies développées par Core Design de 1996 à 2003, avec ses romans et ses spin-offs. Côté scénario, Tomb Raider 1 à 3 propose des histoires indépendantes. En revanche, les 3 épisodes suivants, sans numérotation, suivent une trame narrative continue. Elle débute avec la révélation finale, qui se termine sur la disparition de Lara Croft, et se poursuit avec Sur les traces de Lara Croft, où ses proches se réunissent lors de son enterrement pour évoquer ses anciennes aventures. Cette phase culmine avec l'Ange des Ténèbres, qui marque la résurrection de Lara et devait introduire une nouvelle trilogie. Cependant, suite à des retours mitigés, ce projet a été abandonné. La seconde continuité comporte les comics Top Cow, édités de 1999 jusqu'à 2006. La troisième est celle des films avec Angelina Jolie. La secondaire, démarrant la 4e continuité, est appelée LAU. Développée par Crystal Dynamics, elle débute avec Tomb Raider Legend en 2006, un épisode fortement inspiré des adaptations cinématographiques précédentes. Elle se poursuit avec un remake du premier jeu de Core Design, Tomb Raider Anniversary en 2007, et se conclut par Tomb Raider Underworld en 2008. Dans cette trilogie, Lara part à la recherche de plusieurs reliques emblématiques, telles que l'épée d'Excalibur, le Sion des Atlantes et le marteau de Thor, dans l'espoir de percer le mystère entourant le destin de sa mère, Amelia Croft. Elle inclut également des comics et des spin-offs dans une 5e continuité mise à part, nommée tout simplement Lara Croft. C'est la 3e ère et la 6e continuité sur laquelle on va se pencher, à savoir la Survivor. Cette ère dynamite les codes présents dans Tomb Raider en invitant le joueur à oublier tout ce qu'il pensait connaître de la franchise, de ses mécaniques et de son personnage à travers un reboot complet de la saga. Adieu l'héroïne quasi parfaite et toujours maîtresse de la situation, place au sang, à la boue et à la douleur. Dans ce reboot, Lara, âgée de 21 ans, vit sa première expédition sur l'île japonaise du Yamatai où elle doit apprendre à survivre et à repousser ses limites. Face au succès de ce renouveau, une suite voit le jour, Rise of the Tomb Raider. Cet épisode explore le passé familial de Lara et la plonge dans une quête contre l'organisation de la Trinité pour retrouver la source divine. Le dernier opus en date, Shadow of the Tomb Raider, conclut l'intrigue laissée en suspens avec l'ordre de la Trinité en dévoilant une Lara Croft confrontée aux conséquences de ses aventures sur le monde qui l'entoure. Dans les profondeurs de la jungle péruvienne, elle part à la recherche de la boîte d'argent d'Ischel, pouvant, selon les dires, refaire le monde. Entre tout cela, il y a aussi eu des comics et des romans jugés canoniques. Pour découvrir ces aventures, je vous les raconte dans les vidéos « Les chroniques d'une survivante ». Le reboot passe aussi par la case cinéma en 2018 avec le film Tomb Raider, une adaptation avec Alicia Vikander dans le rôle titre, s'inspirant directement du jeu de 2013 et de sa suite Rise of the Tomb Raider. Le long métrage possède aussi sa propre continuité. Avec cette ère, synonyme de redémarrage, on pourrait penser que de nombreux fans seraient ravis que Lara Croft soit de retour et trouve un nouveau public. Et pourtant, la réalité est un peu plus différente.
Cela fait donc depuis presque 12 ans maintenant que cette 6e Lara Croft fait partie du paysage vidéoludique. Et pourtant, sa relation avec la fanbase reste compliquée. Que ce soit ses motivations, son look, la taille de sa poitrine, de ses lèvres, tout est passé au peigne fin. Pour certains ayant de la bouteille avec la franchise depuis les années 90 ou depuis 2006, cette Lara est loin de l'héroïne qui les a fait tant vibrer, que ce soit dans son comportement jugé trop émotionnel, son manque de sex appeal, de confiance en soi ou de mystère. Des critiques qui viennent du fort attachement des fans à l'aventurière. Mais de nombreuses réactions de cette partie de la fanbase sont parfois très virulentes, extrêmes et élitistes. Que ce soit envers le jeu, les fans de la trilogie Survivor, ou les développeurs jugeant ceux-ci incompétents, ou encore en clamant haut et fort que Crystal Dynamics déteste la Lara classique. Bien entendu, tout le monde n'est pas ainsi. Une autre partie considère cette Lara comme un vent de fraîcheur apporté à une série de jeux vidéo qui ne semblait plus avoir grand-chose à raconter, mais en restant tout de même justement critique, en remettant en doute les motivations de son héroïne, dont notamment les problèmes parentaux, qui la cimentent depuis un long moment, et une promesse manquée de la faire devenir la Lara Croft qu'ils aiment. Les fans qui sont arrivés avec le reboot découvrent une autre vision de l'aventurière, un personnage nouveau et inspirant, se relevant coûte que coûte, tout en gérant ses traumatismes et faisant face à l'adversité. Enfin, il reste le grand public, les joueurs occasionnels ayant touché à 1 ou 2 épisodes dans leur jeunesse ou ayant vu les adaptations au cinéma qui n'ont pas d'attente particulière à part celui de s'amuser. Toutes ces différentes ères et opinions de fans font que Tomb Raider a un public fragmenté avec des attentes et une vision bien différentes. C'est donc dans cette optique, depuis 2021, que Crystal Dynamics nous annonce l'unification de la franchise. L'idée de cette unification est de passer de la Lara Croft de l'ère Survivor, débutante et en découverte d'elle-même, à une héroïne compétente, pleine de style et de répartie, semblable à la Lara classique ou de la trilogie LAU. Cette ambition nous a été introduite par Dallas Dickinson, le directeur général de la licence. With all of the Tomb Raider 25-year celebration activities, there's clearly a lot to be excited about. And while we are celebrating the past this year, we also wanted to give you a glimpse into what the future of the franchise looks like. For that, I'm going to hand you off to Will Kerslake, who some of you may be familiar with because of his 10 years of work on the Tomb Raider franchise here at Crystal Dynamics. Will? Thank you, Dallas. I'm Will Kerslake, Game Director on the Tomb Raider franchise here at Crystal Dynamics. Over the years here at Crystal, I've had the opportunity to work on a number of games starring Lara Croft, from Temple of Osiris and Rise of the Tomb Raider, through Baba Yaga and Blood Ties and more, and I'm incredibly honored to be part of her continued legacy. We've got big ambitions for the future of Tomb. Our origin trilogy back in 2013 told the story of Lara's early days, where she was forged into a survivor, became a hero, and ultimately the Tomb Raider, while the classic games featured a seasoned and confident adventurer, traveling the world, unlocking its secrets, often standing alone against cataclysmic forces. We envisioned a future of Tomb Raider unfolding after these established adventures, telling stories that build upon the breadth of both core design and Crystal Dynamics games, working to unify these timelines. With Tomb Raider's extensive history, this is not an easy task, and we ask for your patience as we go through the development process. We don't have plans for a major game announcement in the near future. Ainsi, on a pu la retrouver au départ teasée de dos lors du 25e anniversaire, avec une réinvention de sa tenue classique, combinant plusieurs éléments, tels son sac à dos et son haut venant de l'ère LAU, et son collier et ses holsters à 2 sangles venant de l'ère Survivor. Cette direction a été ensuite enclenchée via de nombreuses collaborations, visant à réintroduire le personnage au public, pendant que Crystal Dynamics prépare son nouveau jeu dans le plus grand des secrets, avec un mot d'ordre, No Lara Left Behind, ou aucune Lara abandonnée. Ainsi on a pu voir l'héroïne se balader avec sa nouvelle tenue dans les univers de Hero Wars, de Naraka Blade Point, un battle royale chinois, le jeu Fall Guys, le FPS Call of Duty, ou encore tout récemment le jeu primé Astro Bot. Puis dernièrement, on a eu les remasters de Tomb Raider 1 à 3, puis ceux de 4 à 6. En parallèle, Amazon Games, le nouvel éditeur de la franchise, annonce une série live-action Tomb Raider ainsi qu'un nouveau film, et Netflix une série animée. Tous les pions se mettent en place sur l'échiquier de cristal afin de préparer le public au grand retour de Lara Croft. Car il s'avère qu'il s'agit de la plus longue attente de la licence entre 2 jeux. Actuellement, nous en sommes à 6 ans. Mais celle-ci n'est pas sans ses polémiques.
L'un des points qui a fait tant parler ces derniers mois n'est autre que le visage de l'héroïne, dévoilé via un concept art le 14 février 2024, date de son anniversaire. Celui-ci présente Lara, ses pistolets au poing, posant fièrement devant une cascade. Si dans n'importe quel monde, cette annonce aurait pu être accueillie avec une certaine curiosité et anticipation, il n'a pas fallu longtemps pour que l'illustration dessinée suscite de nombreuses moqueries. En effet, certains ont jugé que cette Lara Croft possède un visage aux traits supposément masculins. D'autres commentaires virant complètement à la transphobie la plus totale. Dès lors, on a vu plusieurs personnes tentant de corriger Lara avec des modifications particulièrement grossières et faites à la va-vite, avec comme commentaire « je l'ai arrangé ». La question est, comment on a pu en arriver à de telles réactions ? Revenons un peu en arrière. Lara Croft est l'une des premières héroïnes virtuelles en 3D à avoir marqué l'histoire du jeu vidéo. Dès ses débuts, elle a généré des attentes particulières liées à son apparence, notamment en raison de la manière dont elle a été présentée et vendue. Dans le premier Tomb Raider, le prototype Lara Croft incarne une aventurière forte, indépendante, intelligente, confiante et dotée d'un certain sarcasme. Pourtant, cette ambition initiale s'accompagne déjà d'une vision marketing ambivalente. Le document de développement de l'époque la décrit ainsi. Lara est un canon avec un cerveau, et en l'incluant en tant que personnage, nous espérons attirer un secteur très négligé de la tranche d'âge ciblée, à savoir les jeunes femmes. Ce qui ne veut pas dire que nous ignorons les membres masculins du public qui achètent les jeux. Le fait que Lara soit une vraie bombe ajoutera plus que la proportion requise de sex-appeal adolescent au jeu. Les hommes de 18 à 24 ans sont dans notre groupe d'âge cible, et je ne pense pas que les hommes de cet âge seront rebutés par le fait de jouer un personnage féminin, surtout pas un personnage qui ressemble à Lara Croft. Ils sont plus mûrs que le groupe d'âge habituel des 11-14 ans et ne rechigneront pas, dans le confort de leur propre chambre, il s'agit d'un jeu solo après tout, à jouer une simple fille. Si l'intention d'élargir l'audience est louable sur le papier, la stratégie marketing d'Eidos s'oriente très vite quasi exclusivement vers un public masculin. Un public qui va dès la sortie de Tomb Raider s'emparer du personnage et créer le site Nude Rider. Un site pornographique sur un internet naissant qui, comme son nom l'indique, va proposer à son visiteur de voir plusieurs images retouchées de Lara dans le plus simple appareil. Par la suite, des rumeurs vont apparaître sur un code rendant l'aventurière nue. Ce code venant à l'origine d'une blague graveleuse du 1er avril 1997 du magazine Computer and Video Games. La légende se transmettra et arrivera jusqu'aux oreilles de Eidos, qui tentera même de demander aux développeurs d'inclure un tel code dans le jeu. En réponse de quoi, les développeurs refuseront, déjà dérangés par toute cette attention portée au corps de Lara, tel le racontent Paul Douglas et Gavin Rumery. Cela nous ennuyait parce que A. Cela n'existait pas, et B. Cela signifiait que nous rencontrions des gens dans des soirées qui pensaient que nous étions des pervers faisant des jeux vidéo pornographiques pour les enfants, explique Rumery. C'est pour cette raison que la scène de la douche a été ajoutée dans Tomb Raider 2, non pas pour émoustiller les joueurs, mais pour les réprimander. Notre réponse a été d'ajouter la scène de la douche à la fin de Tomb Raider 2, où Lara tire sur le joueur qui a osé essayer de l'espionner en train de se déshabiller. Finalement, Eidos attendra des actions en justice et obtiendra une fermeture bien tardive d'un des sites principaux en 1999. Mais des patchs permettant cette manipulation auront entre-temps vu le jour et restent difficilement supprimables. De leur côté, les joueuses pouvaient se sentir délaissées, comme l'explique Rhianna Pratchett, la scénariste du reboot et de Rise of the Tomb Raider. I mean, I wasn't a fan of the way she was marketed in some ways. I think it did me a bit of a disservice as a gamer because I didn't like the kind of all nudge, 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 wink, wink, your girlfriend will be jealous you're playing with me kind of vibe to some of the adverts. And it kind of like, it just put me off as a younger gamer. It's like, oh, fuck this, and you know, and just go and play other games. Like, you know, it annoyed me a lot. Le marketing de l'éditeur a eu une grande responsabilité sur la vision du public extérieur vis-à-vis du personnage. Si dans le premier Tomb Raider, Lara se rit des hommes en les émasculant à travers une campagne publicitaire donnant le ton, à partir de Tomb Raider 2, l'éditeur commence à sexualiser davantage Lara Croft. Le personnage, toujours présenté comme forte et indépendante, est aussi de plus en plus mis en scène de manière suggestive. Cette tendance s'accentue dans la campagne promotionnelle de Tomb Raider 3, où Lara apparaît plus dénudée, accompagnée de répliques graveleuses
visant clairement à séduire un public masculin, adolescent et adulte, apte à consommer tout produit que l'image de l'aventurière vante. Cette dualité va au fur et à mesure dévaloriser le personnage. Aux yeux d'une partie du public et des joueurs, Lara n'est plus perçue d'abord pour ses aventures ou sa personnalité, mais pour son corps. Son intelligence, sa ténacité et son humour deviennent secondaires dans la lecture qu'en font les campagnes marketing. Et si Lara a été pensée dès le départ comme une héroïne sexy, cet aspect restait en retrait dans ses 3 premières aventures. C'est Tomb Raider la révélation finale qui marque une rupture. L'éditeur impose un design remanié pour mieux mettre en valeur les atouts de Lara. L'Ange des Ténèbres poursuivra dans cette voie en incluant une physique appliquée à sa poitrine. La ligne est franchie définitivement avec Tomb Raider Legend et ses bikinis débloquables uniquement au manoir Croft, puis avec Underworld où ceux-ci sont proposés via des contenus téléchargeables payants. Le corps de Lara devient alors un véritable argument commercial dans le jeu même. Du côté des produits dérivés, les adaptations avec Angelina Jolie ainsi que les comics officiels ont également grandement influencé la perception du public vis-à-vis de Lara Croft. Tout ce virage marketing a aussi eu des conséquences en interne. Après le succès du premier épisode en 1996, Toby Gard, l'un des créateurs de Lara Croft, quittera l'équipe de Core Design, n'appréciant pas ce que Eidos faisait de son concept. Avec cette scission, quantité de débats, d'études et d'articles ont lieu autour de Lara Croft en cherchant à déterminer s'il s'agit d'un personnage sexiste ou bien émancipateur. Le reboot de 2013 a tenté de changer la donne en mettant en avant une héroïne beaucoup plus réaliste, avec un marketing agressif, mettant en avant sa capacité à faire face aux situations les plus extrêmes avec une certaine brutalité plutôt que de mettre en avant sa plastique. Crystal Dynamics semble vouloir qu'on se souvienne de son héroïne par ses actions et sa persévérance en mettant au placard toute objectivisation et sexualisation publicitaire. Après tout, il s'agit d'une origin story. Mais cela n'a pas été censé polémique. À l'heure d'aujourd'hui, les héroïnes dans le jeu vidéo moderne d'action telles que Aloy de The Horizon, Ellie de The Last of Us, Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, Chloé Fraser et Nadine de Uncharted Lost Legacy présentent un portrait de la femme aussi combative que complexe. On peut observer que ces nouvelles héroïnes détonnent avec les anciens codes et ne sont plus prisonnières d'une objectivisation. C'est ainsi que de nombreux joueurs, dérivés du Gamergate, une campagne de harcèlement de masse de nombreux joueurs envers des développeuses et journalistes féministes, ont constitué entre eux une certaine opinion conservatrice en jugeant que les jeux occidentaux modernes masculinisent les femmes à outrance pour dériver une certaine idéologie, ne les rendant pas assez sexy, tout cela accompagné d'opinions tranchées contre la diversité et les personnages LGBTQIA+, dans les médias. Vous pouvez les reconnaître facilement sur YouTube, avec leurs vignettes qui se copient entre elles, écrites en gras couleur jaune ou rouge, avec généralement le mot « woke » accompagné d'une réaction volontairement exagérée. Mais nous allons y revenir plus tard. Bien que cette illustration n'est qu'un concept art, il n'en fallait pas plus pour que Lara devienne malgré elle à la fois le catalyseur et le symbole d'une guerre culturelle ayant débuté depuis un long moment. Les opinions sur son apparence s'en sont vues décuplées avec son apparition dans le jeu Call of Duty. L'aventurière, ayant dans ce modèle créé spécifiquement pour le jeu par les développeurs de Raven Software et Infinity Ward, des traits plus durs et un look représentant la Lara unifiée. Et il n'en fallait pas plus pour que Lara Croft devienne un nouveau centre d'intérêt pour les réactionnaires. Et cela va au-delà du jeu vidéo, puisque Alicia Vikander, ayant incarné Lara dans le reboot de 2018, s'est faite critiquer par une partie du public pour son apparence plus musclée et son absence d'attributs, en se faisant comparer à Angelina Jolie, ayant précédemment incarné l'aventurière au cinéma. People have such a clear vision of who this woman is. You must feel a kind of similar pressure. Yeah, my breasts are not as pointy as the first one. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, c'est au tour de Sophie Turner, la potentielle nouvelle Lara Croft pour la série d'Amazon Prime, de subir les foudres d'une partie d'un public bien trop porté sur l'apparence des femmes. Sauf que cette fois, ses opinions sont désormais amplifiées et ont d'autres objectifs. Mais nous y reviendrons plus tard. Un autre point qui fait beaucoup parler de lui est la sexualité de Lara. C'est un sujet très tendu dans le fandom de Tomb Raider. Certains jugeant que Lara Croft n'a pas de place dans sa vie pour une relation de couple avec un ou une partenaire et qu'elle doit rester une personne solitaire et asexuelle. Pourtant, dans le passé,
Les comics de Top Cow de Tomb Raider lui ont attribué plusieurs amants, dont une relation plus que passagère avec Jess Carver, un autre chasseur de trésors et ancien Navy Seals. On peut aussi citer Curtis Trent dans Lara Croft Tomb Raider L'Ange des Ténèbres et ses suites abandonnées, dont le destin est resté ambigu, mais où l'ambition de Cor était d'en faire un vrai love interest, tel l'indique cette récente interview. Nous voulions un égal de Lara, un éventuel intérêt amoureux pour elle. Nous voulions aussi un autre personnage jouable avec des capacités différentes, quelqu'un avec des pouvoirs psychiques qui pourrait faire des voyages hors du corps et manipuler l'espace, comme voler à travers des portes blindées pour atteindre des endroits que Lara ne peut pas rejoindre, se souvient Morton. Même les adaptations de Tomb Raider au cinéma ont attribué à Lara un partenaire amoureux en la présence de Terry Sheridan dans Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie. Depuis le reboot de 2013, quelques articles ont été écrits sur la relation entre Lara et sa meilleure amie Samantha Nishimura, certains voyant dans le jeu des indices sur une relation plus qu'amicale, ce qui n'a pas été confirmé ou appuyé par Crystal Dynamics ou son éditeur de l'époque, Square Enix. Dès lors, de nombreux fanarts du ship entre Lara et Sam sont apparus sur internet, croquant l'aventurière au bras de sa meilleure amie documentaliste, une chose tout à fait normale qui se retrouve dans n'importe quel fandom. Après cela, les déclarations de la scénariste du reboot, Rhianna Pratchett, durant la promotion, a servi de grain à moudre, donnant de multiples articles et suspicions quant à l'orientation sexuelle de Lara. Il faut savoir que celles-ci ont été détournées, comme l'explique cette interview donnée par Ridercast. I think Crystal didn't really want to complicate things, or at least was maybe kind of complicate things with Lara having a relationship within the game, because we were only dealing with a short period of time, and so it wasn't something that kind of we really thought about because it wasn't particularly pertinent to what was going on in the game time space, which is only, as I said, it's only a couple of days. And I only really started thinking about it, I think, when I did the interview that became infamous, where I was talking with another LGBTQ journalist, and we were just having a discussion about that kind of representation in games, and it was all like very casual, and I sort of said, yeah, I would have loved to have made Lara gay, but and then I had to, and I said to him jokingly, oh, that's going to be a headline, isn't it? And, I think he said, oh no, we're not Kotaku, and then it became the headline, and that was a little bit difficult for me because it wasn't, it was just a tiny part of the conversation. It's absolutely true, but it's sort of the way it got framed was almost like I'd come in wanting to do this and being crushed by evil Crystal, whereas it hadn't been much of a question for them at the time, and it was more like, yeah, I was completely open to it as a writer, and I would have been happy to do that if that's what the direction they wanted to take, but it wasn't something that they particularly factored in at the time, and it sort of got to the point where Crystal said they didn't want me to talk about Lara's sexuality or even Sam's sexuality. And I kind of had to adhere to that, but I did take notice of that and how kind of meaningful it was to people in the shipping of Lara and Sam, and so I kind of did what I could. So I put a kind of openly gay character into the comics in Kaz, who is Alex's sister, and I also have taken that realization that representation is meaningful to people on a really significant level. Pourtant, il existe bien une tentative de rendre cette relation canonique, et ce sont les scénaristes Jackson Lansing et Colin Kelly, ayant écrit les comics Tomb Raider Survivors Crusade et Inferno, qui l'ont révélé en répondant à un tweet de la scénariste Gail Simmons. Gail, nous avons essayé de faire en sorte que ce soit canonique, a écrit Lansing. Nous avons consacré un numéro entier de Tomb Raider Inferno à Lara, qui traverse un passage provoqué par une drogue toxique et qui finit par comprendre pleinement ses sentiments pour Sam. Au moment de la publication, leur baiser culminant s'était transformé en une accolade amicale. Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle n'a pas été bien prise, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre. Nous sommes le 31 juillet 2022. Les fans en se levant découvrent une fuite proposée par le podcast Secret Symbols du prochain jeu Tomb Raider en chantier, un projet au nom de code Jawbreaker ou Casse-Mâchoire.
Les podcasteurs, Chris Maldonado et Colin Moriarty, lisent dans leur émission le texte d'un script qu'une source de l'industrie leur a transmis. Un script de quelques scènes contenant un résumé du parcours du personnage de Lara et du contexte de son aventure. Voici ce qui est écrit. Lara Croft est désormais au sommet de son art. L'époque de la jeune femme inexpérimentée, confrontée à des questions d'héritage et de famille, est révolue. Lara a laissé tomber son enfance et s'est pleinement engagée dans une vie d'aventure et d'objectifs. Sa carrière légendaire a été saluée par la presse écrite et les tabloïds. Ses récits d'aventure ont inspiré une nouvelle génération de Tomb Raiders à chercher fortune dans le monde. Avec cette nouvelle étape de sa vie, Lara a pleinement accepté sa place en tant qu'aventurière. Pendant de nombreuses années, Lara a sondé les profondeurs de lieux oubliés, joué au chat et à la souris avec de nombreux adversaires malfaisants, et elle s'est efforcée de découvrir, de préserver et de protéger les secrets perdus du monde afin qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Mais au fil des années, Lara s'est sentie seule au sommet. Le début du prochain chapitre présente à Lara un problème typiquement adulte, celui d'être confrontée à quelque chose de trop grand pour qu'elle puisse l'affronter seule dans cette nouvelle aventure. Lara va être confrontée à un défi qu'elle ne pourra relever qu'avec une équipe à ses côtés. La collaboration lui est étrangère, elle a toujours réussi seule. Dans cette situation, elle est donc un poisson hors de l'eau. L'affiche indique en description qu'il recherche pour le rôle de Lara une femme d'une trentaine d'années, blanche, d'1m80, athlétique, à la Emily Blunt ou Rosamund Pike. Enfin, Moriarty lit une note indiquant que l'actrice recherchée pourrait avoir des scènes romantiques avec un autre personnage féminin, mais qu'il n'y a pas de nudité ou de simulation de sexe. Crystal Dynamics et Square Enix, qui se sont toujours montrés secrets, réagissent et demandent de retirer ces passages de leur podcast. Ce qu'ils feront, mais il est trop tard. L'information a déjà fait le tour de la planète. Bien entendu, les réactionnaires s'emparent de ces infos pourtant non avérées, jugeant que Tomb Raider est perdu car Lara serait désormais lesbienne. Il faut peu de temps avant que la lesbophobie de la sphère réactionnaire et de certains joueurs pointe le bout de son nez. Des joueurs qui ont sûrement dû être traumatisés de découvrir que Ellie était ouvertement lesbienne dans The Last of Us, ou s'offusquant que Aloy de The Horizon puisse par le choix du joueur embrasser une autre femme. Mais venant de certaines personnes qui perdent les pédales suite à la mise en place de pronoms dans les jeux vidéo, que faut-il attendre d'autre ? Ça y est, le mot est lâché sur les réseaux. Tomb Raider est devenu woke. Woke. Ce ne serait pas le mot à la mode pour cacher sa LGBTQIA-phobie ou son racisme ? Au vu de certaines réactions, on pourrait se le demander. Lara, depuis ses débuts, cristallise une grande fascination par la jante masculine. C'est indéniable. Cependant, si la publicité autour de Lara Croft attirera un grand nombre de fans hétérosexuels, l'ironie du sort est qu'un bon nombre de personnes dans la communauté sont ouvertement LGBTQIA+. La vie fait bien les choses. Il reste une dernière controverse, et celle-ci vient d'un projet de jeu de rôle de table nommé Tomb Raider Shadow of Truth, édité par Evil Hat Productions. Celles-ci se sont faites sur 2 points. Tout d'abord, sur les personnages accompagnant Lara. Sur la couverture du jeu, on peut découvrir à côté de personnages familiers de la licence, comme Jonah de la trilogie Survivor et Amanda de Tomb Raider Legend Underworld, de nouveaux compagnons d'aventure. Il n'en fallut pas plus pour que les moqueries envers ces personnages qualifiés d'insertion forcée ne se fassent entendre alors qu'ils n'apparaissent pas dans le jeu même. Certaines personnes, allant jusqu'à faire le lien avec la déchéance de la licence selon eux, et le physique et le genre des personnes travaillant sur ce projet, comme nous pouvons le voir à titre d'exemple sur Tomb Raider Forum. Comme je vous l'ai dit, il reste un second point à aborder. Cette autre controverse a démarré lorsqu'un des bêta-testeurs a fait fuiter des informations sur le jeu et notamment sur sa philosophie que l'on retrouve dans une partie intitulée Pillage et colonialisme. Le pillage, tel qu'il est décrit dans les jeux et les histoires originales de Tomb Raider, consiste à se rendre dans des tombes anciennes et des sites historiques de différentes civilisations et à acquérir des artefacts, écrit Evil Hat Productions. Il fonctionne sur le principe du « qui le trouve le garde », qui accorde aux pilleurs les moyens et la volonté de revendiquer la propriété des artefacts, indépendamment du fait qu'ils aient ou non un droit historique ou culturel sur le trésor. Les jeux antérieurs de la franchise ont commencé à s'attaquer à ce problème en amenant Lara Croft à reconnaître ses erreurs passées et à essayer de comprendre et de respecter les cultures et les communautés avec lesquelles elle entre en contact, poursuivent-ils. Elle a également œuvré pour réformer la culture des pilleurs et à sensibiliser ses pairs. Lara ne décore plus son manoir avec des artefacts mythiques.
En tant que pilleuse, elle donne la priorité à la recherche de la vérité, a écrit l'éditeur. Une grande partie de ce jeu est inspirée par son humanité, sa lutte avec l'héroïsme et sa ténacité. Nous pensons que ces 3 aspects sont une composante importante dans la création d'un jeu qui célèbre l'histoire et la culture, tout en reconnaissant le respect et le travail nécessaires pour vivre dans un monde blessé par le colonialisme. Une description qui a laissé dubitatifs les fans de la franchise, déjà secoués par le concept Jawbreaker. Comme le fandom a tendance à l'exagération, cela a été extrapolé en « Lara ne sera plus jamais une pilleuse de tombes ». Si je peux comprendre les doutes des fans vis-à-vis de ce texte, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un jeu de rôle de table, un jeu aux multiples possibilités. Il est tout à fait possible pour le joueur de ne pas choisir une route héroïque. Pourtant, il faut savoir que les questionnements sur le style de vie de notre héroïne et sa relation avec le colonialisme ne datent pas d'hier. Et pour cela, je vais citer 3 exemples. En 1998, Tomb Raider 3, Les aventures de Lara Croft, propose une section où Lara doit récupérer une pierre extraterrestre se trouvant dans un temple polynésien protégé par une tribu indigène et cannibale que le joueur est forcé d'exterminer pour atteindre son objectif. Que l'on s'entende bien, cet exemple, jugé problématique aujourd'hui, ne fait pas des développeurs de corps des racistes. Cela témoigne d'une autre époque où l'on ne se posait pas forcément beaucoup de questions avant d'implémenter des concepts. En 2001, un documentaire s'interrogeait en parallèle du tournage de Lara Croft Tomb Raider sur le succès des jeux à la lumière des pillages d'artefacts réels au Cambodge. En 2018, l'histoire de Shadow of the Tomb Raider a été critiquée pour son traitement des tribus précolombiennes, utilisées principalement comme un simple outil de narration, ainsi que pour la représentation de Lara Croft en tant que sauveuse du peuple de Paititi. Bien que le jeu fasse des efforts pour aborder ces questions, pour beaucoup, cela reste insuffisant. Le gameplay du jeu n'aidant pas à cela, puisqu'il pousse Lara à revendre des artefacts à leurs propriétaires légitimes pour obtenir des tenues ou des armes, ce qui crée une incohérence avec la volonté du jeu de traiter des thèmes de préservation du patrimoine culturel. 2 autres points majeurs dans cette description de jeu de rôle ont particulièrement retenu l'attention de la communauté concernant l'évolution de Lara Croft. Son rôle de chasseuse de vérité et le fait qu'elle ne décore plus son manoir d'artefacts mythiques. On peut se demander avec ces points, est-ce que cela reste toujours proche de l'esprit Tomb Raider ? Dans les épisodes classiques, Lara était souvent perçue par les joueurs comme une pilleuse de tombes. Toutefois, cette vision mérite d'être nuancée. En suivant son évolution chronologique, on constate que ses motivations deviennent progressivement plus profondes et complexes. Dans sa jeunesse, Lara est décrite comme une adolescente curieuse, fascinée par le monde et ses mystères. Cela se reflète dans le flashback de son aventure en Irlande, narré dans Sur les traces de Lara Croft, et lors de son expédition au Cambodge avec son mentor Werner von Croy dans la révélation finale. Sa découverte de la pierre philosophale dans Sur les traces de Lara Croft montre qu'elle semble d'abord partager les tendances de son mentor en collectionnant des artefacts pour elle-même. Cette approche est renforcée par ses aventures dans les épisodes 2 et le début du 3e, ainsi que dans les extensions Unfinished Business et Golden Mask. Cependant, au fil de ses aventures, ses motivations évoluent. Dans sa quête du Sion de Qualopec pour Natla Technologies dans Tomb Raider 1, Lara est initialement motivée par le frisson de l'exploration et le danger. Ce n'est qu'en progressant qu'elle découvre la véritable origine de l'artefact et les motivations de sa commanditaire, ce qui la poussera à le détruire pour sauver le monde. Cette complexité est particulièrement mise en lumière dans sa relation conflictuelle avec Werner von Croy. Lara, âgée de 16 ans, devient l'élève de l'explorateur autrichien lors d'une expédition au Cambodge en 1984 pour retrouver l'Iris. L'expédition tourne mal et Lara devient la seule survivante. Inspirée par cette aventure tragique, puis par un crash d'avion quelques années plus tard, elle décide de devenir aventurière à l'image de son mentor. Devenue adulte, elle finit par récupérer l'Iris en le volant directement à la société de Von Croy Industries. Leur relation atteint son paroxysme des années plus tard en Égypte. Von Croy, d'abord motivé par la gloire et par la suite de sombres desseins, cherche à récupérer plusieurs artefacts assimilés au dieu Horus, tandis que Lara veut les utiliser pour empêcher une catastrophe qu'elle a elle-même déclenchée en libérant le dieu Seth. Dans une tournure dramatique, Lara subit une leçon similaire à celle de son mentor dans sa jeunesse. Elle est punie pour son arrogance. Enfin, dans l'Ange des Ténèbres, leur relation se termine par l'assassinat de Werner. Avant sa mort,
ce dernier demande à Lara de l'aider à retrouver les peintures d'Obscura. Accusée de son meurtre, Lara part en quête de vérité pour élucider les conséquences entourant son décès. Voici qui conclut les motivations de la Lara classique. Mais quid des deux autres? Dans la trilogie Legend Anniversary Underworld, Lara recherche des artefacts nordiques, atlantes et arthuriens et cherche à découvrir la vérité sur la disparition de sa mère. Dans Tomb Raider, démarrant la trilogie Survivor, Lara part en expédition au Yamatai en rêvant de laisser sa marque sur le monde. Dans Rise of the Tomb Raider, ses motivations sont multiples. Lara cherche à se prouver à elle-même la réalité des événements qu'elle a vécus au Yamatai, à démontrer que son père n'était pas fou en sauvant la réputation des Croft, et se ment à elle-même en prétendant rechercher cette relique pour le bien de l'humanité. Dans Shadow of the Tomb Raider, Lara agit d'abord avec de bonnes intentions en s'opposant face au plan des Trinitaires, une organisation paramilitaire que l'on retrouve au long de la trilogie qui cherche à contrôler les artefacts. Mais son arrogance et son obsession pour les arrêter déclenchent une apocalypse maya. Malgré tout, elle finit par adopter une posture héroïque similaire à celle de la révélation finale en sauvant le monde. La saga met également en lumière une évolution significative dans la gestion des artefacts découverts par Lara. Contrairement à ses débuts, peu d'entre eux terminent dans sa collection. Dans ses 6 premières aventures classiques, leurs extensions et jeux portables, Lara récupère certains objets emblématiques, comme les 4 pierres extraterrestres, la dague de Xian, l'iris, la statue de Bastet, la pierre philosophale et les pierres de la prophétie. En revanche, d'autres échappent à sa collection, comme le Sion, la main de Ratmor, le bestiaire, le masque de Tornasuk, l'amulette d'Horus, la lance du destin, la pierre maléfique de Quaxet ou l'épée de Madame Pavot. Certains de ces trésors sont détruits, d'autres jouent un rôle central dans l'histoire, tandis que le sort de certains reste inconnu. Dans la trilogie LAU, le sort des objets de sa quête varie. Le Sion et le marteau de Thor sont détruits, tandis que le sort d'une des épées d'Excalibur reste flou. Dans les 2 spin-offs Lara Croft, Lara remet le miroir de fumée qu'on a volé à son endroit initial, et les artefacts que Lara et Carter ont utilisés dans leur périple dans la Duat face au dieu Seth peuvent être gardés à condition qu'ils soient mis au service du bien. Pour ce qui est du reboot, Lara détruit la source divine dans Rise of the Tomb Raider, garde l'atlas qu'on lui donne, ainsi que la boîte d'Ishel dans Shadow of the Tomb Raider. Le sort des reliques qu'elle récupère au long de la trilogie est inconnu, mais la série animée nous laisse penser qu'elle renvoie celle-ci au musée en gardant les cadeaux qu'elle a reçus ainsi que des souvenirs. Cette direction reflète une philosophie plus mature. Lara n'agit pas pour enrichir sa collection personnelle, mais pour protéger, restituer ou préserver les artefacts selon leur contexte, en étant plus attirée par le mystère qu'ils renferment. La franchise Tomb Raider a pour moi déjà franchi le pas depuis longtemps vers cette nouvelle philosophie. À titre d'exemple, on peut la retrouver dans les comics de Topco. Dans cette vision, Lara Croft, riche aristocrate, devient l'unique survivante d'un crash ayant décimé sa famille et son fiancé. Passionnée par les sports extrêmes, elle fait preuve d'une résilience remarquable pour survivre. Cette épreuve lui révèle une appétence pour l'archéologie lorsqu'elle découvre un calice sur la dépouille d'un pilleur de tombes. Transformée, Lara retourne en Angleterre et décide de faire de l'exploration non seulement sa profession, mais aussi son mode de vie. Cependant, Lara ne conserve pas les reliques qu'elle découvre à des fins lucratives ou pour elle-même. Elle les restitue à leurs héritiers légitimes, les remet aux tribus qui les ont protégées ou les confie à des musées. Parfois, elle garde un objet, mais jamais pour sa valeur monétaire. Cette philosophie est expliquée dans le comics L'année du chat lorsqu'elle s'ouvre à Terence, un journaliste qui l'accompagne dans une de ses aventures. Cette approche est également confirmée dans le numéro 7 de la série, Le Trésor de Colombe, où son ancien petit ami, Jess Carver, témoigne de sa vision du monde. Lara est avant tout motivée par l'excitation de la découverte et le frisson de l'aventure. La plupart de ses périples commencent avec cette déclaration emblématique. « Je suis Lara Croft. Si c'est unique ou excitant, j'en suis. » Même le second film, Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, suit cette évolution en montrant Lara prendre conscience que certaines choses ne doivent pas être découvertes ou prises à la légère. Les motivations de Lara ont toujours été multiples. Cependant, c'est à partir de 1999 qu'elles deviennent plus claires et plus profondes, car les scénaristes prennent davantage le temps d'explorer son personnage. Pour compléter le tout,
Il faut savoir que cette notion de chercheuse de vérité apparaît déjà en 2015 dans la première cinématique de Rise of the Tomb Raider lors du monologue de Richard Croft pour désigner les explorateurs. Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ainsi, on peut dire que ses motivations de chercheuse de vérité et le destin des artefacts qu'elle recherche restent cohérents avec l'histoire globale de la saga, et que la question du colonialisme devient un thème moderne à aborder. Reste à savoir de quelle manière. Pourtant, ce ne sera pas avec ce jeu de rôle que seront abordées ces questions, puisque le 20 juin 2025, un communiqué de Evil Hat nous informe que Tomb Raider Shadow of Truth s'est vu annulé pour cause de différences créatives avec Crystal Dynamics et que celui-ci continuera de vivre dans sa propre thématique originale. Que ce soit à cause de son mode de jeu, au design de ses personnages ou par ses questionnements, nous ne saurons jamais la vraie raison de l'arrêt du projet. Et évidemment, les réactionnaires et certains fans n'ont pas tardé à se réjouir en brandissant cette annulation comme étant une victoire sur le wokisme. J'aimerais revenir sur une chose. On ne savait rien du jeu, et seules les personnes qui ont fait partie des testeurs pourraient nous en apprendre plus. Mais évidemment, la plupart des gens se sont fait une idée préconçue avant que le projet ne soit correctement présenté, empêchant de ce fait tout type de dialogue, ce qui est souvent le cas dans le fandom. Pour autant, cette annulation ne veut pas forcément dire que Crystal Dynamics va changer toutes ses idées. Par ailleurs, il y a quelque temps, le site officiel Tomb Raider nous a introduit à une nouvelle biographie de l'aventurière. Lara Croft est une archéologue et une aventurière intrépide, réputée pour sa quête incessante de secrets et d'artefacts anciens. En tant que riche héritière de la célèbre famille Croft, elle jouit d'une vie luxueuse, mais sa véritable passion consiste à percer les mystères du passé. Son style et son esprit font d'elle un personnage charismatique, qu'elle assiste à des galas de la haute société ou qu'elle navigue dans des tombes traîtresses à la recherche de reliques perdues. Cette description pourrait être celle de Lara Croft, telle que nous la rencontrerons dans le prochain jeu, celle d'une Lara expérimentée, confiante et détachée de tout drame familial et psychologique. Pour arriver à ce point, qui n'était pas entièrement exécuté à la fin de Shadow of the Tomb Raider, arrive la première série animée canonique à l'univers du reboot, nommée Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Cette série d'animation, mise en projet en 2021, est chevronnée par Tasha Wu, une scénariste de séries et de films ayant 10 années d'expérience. C'est une fan de la licence qui le revendique à de multiples reprises à travers son podcast Act 2. Elle a même essayé d'être la scénariste de l'adaptation du reboot de 2018 avec Alicia Vikander. La showrunneuse a ses propres affinités avec les épisodes Legend, le reboot de 2013, et Shadow of the Tomb Raider. Ce dernier épisode constituera la raison de son embauche sur ce projet, puisqu'elle a été repérée par le producteur de la série alors qu'elle postait des screenshots de sa progression du jeu sur ses réseaux sociaux. Dans sa tête se dessine une aventure à 100 à l'heure, avec de multiples lieux que Lara pourra découvrir, enrobée d'une exploration de sa psychologie, de ses relations sociales, mélangée d'action, avec un peu d'humour et une pointe dramatique. La série se déroule juste après les événements de la trilogie Survivor. Lara est en vadrouille autour du monde, elle a laissé ses amis de côté et cherche à fuir les conséquences douloureuses de ses aventures passées, la mort de son mentor Conrad Ross et les vies innocentes qu'elle a sacrifiées dans son combat contre les Trinitaires. Dès qu'un artefact chinois est volé au manoir Croft par un voleur ayant beaucoup de points en commun avec elle, Lara le poursuit aux 4 coins du globe dans l'espoir de comprendre d'où viennent les artefacts et comment arrêter une fin du monde imminente. L'objectif final du show dans cette saison 1 est clair. En finir avec le passé et le drame qui ont suivi l'aventurière depuis son reboot et la faire se décider sur quel genre d'héroïne elle sera. Le show a bénéficié d'une promotion à travers des teasers et divers trailers sur plusieurs plateformes, suscitant ainsi un certain intérêt. Mais il ne fallut pas longtemps pour que certaines voix s'élèvent, celles-ci se plaignant majoritairement du physique de Lara Croft, qui serait bien trop masculin à leur goût. L'aventurière ayant désormais des muscles apparents et un visage plus anguleux. Un visage qui, ironiquement, se rapproche des images promotionnelles de la Lara classique. Bien évidemment, l'incontournable Lara n'a pas assez de seins fait aussi son grand retour. Et c'est ainsi que la transphobie arrive à grands pas.
Un site du nom de Smash.com nous propose cet article éloquent nommé Lara Croft Walk Rider et fait le lien entre la désexualisation de Lara Croft avec la non-binarité du directeur de la série, Joey Soloway, qu'il mourit non sans honte. Cela ne s'arrête pas là, puisque Harry H., un storyboarder ayant participé au show, s'identifiant comme homme, se fait accuser de la même chose. Mais d'où cela vient-il ? De nombreux joueurs sur Twitter et 4chan ont pris leur temps pour comparer le visage des personnages féminins dans le jeu vidéo, et ceux-ci en sont venus à la conclusion que plusieurs personnages féminins modernes possèdent désormais une mâchoire plus carrée. Dès lors, ces personnages ne possédant pas le visage arrondi d'une femme dite typique sont rangés dans les cases woke, masculin et représentant les transgenres, comme le vomit si bien l'article de Smash. Pourtant, des femmes à la mâchoire prononcée, il en existe. Jessica Chastain, Angelina Jolie et même Lara Croft elle-même. Et oui, il suffit juste de regarder les images de promotion des années 90. Inutile de préciser à quel point cette vision de la féminité est réductrice. Et pour mettre fin une fois pour toutes à cette polémique, voici des comparaisons de Lara dans Shadow of the Tomb Raider et dans la série animée. Le personnage reste visuellement le même, sauf qu'elle est stylisée. Et cela n'est pas tout. L'attention est une nouvelle fois mise sur sa sexualité. Dans un teaser trailer, on accuse les créateurs d'avoir rendu Lara lesbienne pour le personnage de Camilla Ross, qui dans la série se révélera juste être son amie d'enfance. Le principal argument avancé est que dans ce teaser trailer, on peut voir Lara et Camilla se tenir les mains pendant qu'elle la rassure. Il n'en fallait pas plus pour que certaines personnes transmettent en grand nombre leur homophobie. Certaines chaînes YouTube reprenant cette désinformation avec une pure délectation. Il est trop tard. Désormais les avis sont déjà faits sur la série alors que celle-ci n'est pas diffusée. La série sort le 10 octobre et a de bons retours des critiques professionnelles. Mais évidemment, se fait review bomber à sa sortie. Sur de nombreuses reviews du public sur Rotten Tomatoes, IMDb et Metacritic, nous pouvons observer au milieu d'autres critiques pertinentes de nombreux commentaires à base de « Ils ont rendu Lara lesbienne »,« Un personnage zip est devenu gay à cause de Netflix »,« Lara est masculine »,« On lui a enlevé son sex appeal »,« Cette série est woke », et même plus invraisemblable, des remarques sur les capacités physiques de l'aventurière qui seraient irréelles, saut de plusieurs mètres, etc. Alors que ces points sont particulièrement présents dans l'ADN de la franchise, et ce depuis le premier jeu de Core Design. Nous pouvons aussi voir des personnes qui notent bassement la série, mais sans l'avoir regardée entièrement ou pas du tout. Et cela devient un vrai problème. Comment juger d'une œuvre sans l'avoir vue ou en s'arrêtant en plein milieu ? En lisant une grande partie de ces critiques, j'ai eu l'impression qu'il y a une certaine déconnexion au niveau de l'attente de l'unification et de cette série, ce qui va me permettre d'aborder le point suivant. Pour avoir observé le fandom depuis de nombreuses années, et surtout depuis l'annonce de cette unification, mon expérience au sein de la communauté de Tomb Raider n'a fait que décroître. Depuis quelques années, on retrouve une certaine tendance à l'insatisfaction au sein de celle-ci. Sur les réseaux sociaux, on compare sans cesse le nouveau contenu Tomb Raider avec celui d'autres séries. Je pense à Resident Evil, qui a souvent été mis en avant par sa gestion à combiner ses remakes et ses nouveaux épisodes tout en sortant de nombreuses collaborations. Depuis que Tomb Raider a célébré son 25e anniversaire en 2021, nous avons eu de nombreux projets mis en place. Des séries live-action, des projets de films, des escape games, des collaborations, des goodies divers et variés, un accès à certaines archives tombées dans l'oubli, des interviews exclusives, un site remis à neuf, et pourtant, cela ne semble jamais assez. On observe également une certaine forme de supériorité de la part de certains fans. Les remasters de Tomb Raider ont attiré beaucoup d'attention, ravivant un affrontement d'ego entre les puristes et les joueurs dits casual. Ces derniers, découvrant les premières aventures de Lara, ont été déconcertés par les contrôles du jeu, au point que certains, frustrés, ont fini par abandonner. Et plutôt que d'expliquer à la nouvelle génération ce qui rendait ces jeux iconiques et pourquoi ils mériteraient une seconde chance, certains fans préfèrent immédiatement juger les compétences des autres joueurs. Qu'on se le dise, il n'y a rien de mal à préférer un gameplay plutôt qu'un autre. Cependant, lorsque cela devient une habitude de dénigrer les goûts et les capacités des autres, il est évident que ces derniers auront peu d'intérêt à découvrir les titres qui leur sont recommandés. Aujourd'hui, l'unification est le sujet de nombreux fantasmes, et là où le bât blesse, c'est que certaines personnes se font déjà une idée préconçue de ce qu'elle doit être, en modelant leur propre canon et leurs attentes, alors que paradoxalement, on n'en sait que très peu.
Des fans imaginent automatiquement le pire arriver et font les gardiens du temple, jugeant que la Lara Survivor n'a pas l'étoffe pour devenir la Lara classique, ce qui reste assez déconcertant, surtout après les nombreuses demandes de son retour. À croire que pour une partie du fandom, l'idéal serait soit d'effacer la Lara Survivor en faisant un reboot, soit de faire une suite à l'Ange des Ténèbres. Gare également à ceux qui ne connaissent pas sur le bout des doigts le riche historique de la franchise ou qui ont leur propre vision de Tomb Raider. Depuis des années, les femmes impliquées dans l'écriture de la franchise, comme Rhianna Pratchett et aujourd'hui Tasha Wu, subissent des attaques virulentes de la part de certains fans, dont certains parfois influents dans la communauté, tandis que d'autres remettent son statut de fan en question. Mais qu'a donc dit la scénariste de la légende de Lara Croft pour provoquer une telle réaction ? Dans une interview pour IGN, elle expliquait : Je pense que c'était amusant de pouvoir avoir une scène où elle accomplit un exploit incroyable de force ou d'agilité, ou quoi que ce soit d'autre, et puis une autre scène où elle serre un ami dans ses bras et se montre émue avec lui. Je pense que c'est quelque chose que nous voulions absolument explorer concernant la féminité de Lara. Parce que, historiquement, elle a été écrite par des hommes, donc elle a toujours été un personnage plutôt froid, et je sais qu'elle n'est pas comme ça. C'était donc passionnant de découvrir, en quelque sorte, ce qui se cache derrière le voile de sa vie quotidienne, explique Tasha Wu à IGN. Un constat certes maladroitement formulé, mais pas entièrement faux. Toby Gard a créé le personnage Laura Cruz, le prototype de Lara Croft, ainsi que plusieurs versions de Tomb Raider à partir de 1994. Mais c'est Vicky Arnold qui a réécrit sa biographie et son scénario d'origine, la faisant passer de sud-américaine à britannique. Une contribution majeure, malheureusement très peu connue au-delà du fandom. Hope Caton a participé aux réécritures de la révélation finale. Quant à Rhianna Pratchett et Jill Murray, elles ont travaillé sur la trilogie reboot. Mais Wu parlait clairement des débuts de la franchise. Afin de comprendre pourquoi elle pense ainsi, il faut regarder de plus près pour voir qui s'est occupé de scénariser les différents projets de la saga, films, jeux, comics, etc. Dans ces statistiques, vous constaterez que seulement 15 femmes se sont occupées d'écrire sur le personnage de Lara Croft contre 52 hommes en bientôt 29 ans. Rien dans ces propos ne justifie le flot de haine qu'elle a reçu, notamment alimenté par Tomb Raider Tweet, aka Tomb Raider Chronicles, connu pour ses titres putaclic. Et la situation se répète déjà avec Phoebe Waller-Bridges, la scénariste de la série Amazon, est prise pour cible par les réactionnaires, faisant face à des rumeurs infondées avant même que son travail ne soit diffusé. Une haine qui était déjà présente quand elle réécrivait le scénario de James Bond Mourir peut attendre, ou quand elle a joué Elena dans Indiana Jones et le cadran de la destinée. La plupart criant au wokisme, ou se réjouissant en transmettant les fausses news du Daily Mail ou Puke News sur la prétendue annulation de la série. Alors, à propos de ça... Il y a également une vraie dévalorisation de l'ère Survivor, de sa performance et de son impact auprès des joueurs, mais aussi une envie de rabaisser les développeurs de Crystal Dynamics, ayant porté la franchise à bout de bras depuis 2003, après l'échec de l'Ange des Ténèbres. Si certains comportements passés sont sujets à de vives discussions, il ne faut pas oublier que les équipes qui étaient présentes auparavant ne sont plus là, et que l'avis de certains individus ne représente pas automatiquement celui d'un ensemble. Il y a d'autres fans qui souhaitent un vrai changement de développeur, de préférence britannique, pour retrouver le vrai esprit d'une vraie Lara Croft à l'ancienne. Mais c'est oublier que si cela arrive, le studio qui serait mis en charge de cette tâche créera leur propre version de Lara avec leur propre sensibilité, et non pas une copie carbone d'une Lara en particulier pour faire plaisir à une partie d'un fandom. Ce n'est pas comme ça que l'industrie du jeu vidéo fonctionne. Entre les envies de voir des développeurs perdre leur emploi dans une industrie fortement en crise, et d'autres qui jugent les fans et les joueurs, on peut dire que le fandom a en lui une certaine dose de toxicité, et rien ne la représente plus que quand d'autres idées s'en mêlent. Depuis ces derniers temps, j'ai observé une récupération de la Lara classique ou LAU par de nombreuses personnes prenant des valeurs dites anti-woke. Mais d'abord, qu'est-ce que le mot woke ? Le dictionnaire définit cet anglicisme de cette manière. Quelqu'un qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre, parfois de manière intransigeante. Ce terme, autrefois conçu pour alerter des problèmes de notre société, a été entièrement détourné et transformé en mot valise pour critiquer tout et n'importe quoi, mais surtout l'inclusivité. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, et particulièrement sur X, où la haine et la réaction positive et négative devient monétisable grâce à une pastille bleue,
il ne fallut que peu de temps pour que des personnes élèvent leur voix et en fassent un véritable combat. Mais quel est réellement leur combat ? D'après mes observations, il s'agit souvent de personnes qui attisent une haine envers la pop culture en général, se présentant comme des chevaliers en armure défendant une vision bien précise. En apparence, cette vision semble se résumer à vouloir maintenir une représentation ultra sexualisée des femmes dans l'industrie du divertissement et le retour à la masculinité. Cependant, en y regardant de plus près, leur idéal semble avant tout être animé par une nostalgie d'une époque fantasmée où le jeu vidéo, les films, les séries étaient exemptes de toute représentation des minorités et de toute forme de progressisme. Un programme résolument rétrograde, allant de pair avec des valeurs conservatrices. Et certains ne se le cachent même pas. C'est ainsi que la Lara Croft classique et celle de l'ère LAU est fréquemment brandie comme l'emblème d'un âge d'or perdu. Un temps où, selon eux, l'industrie produisait avant tout pour un public majoritairement masculin et hétérosexuel. Une vision biaisée, mais longtemps entretenue par les éditeurs de l'époque. Ceci est particulièrement problématique, car désormais un personnage inspirant, on est réduit à être le fer de lance d'une guerre culturelle des plus abjectes, où la transphobie, l'homophobie et le sexisme sont présents, comme j'ai pu le montrer à de nombreuses reprises au cours de cette vidéo. Il ne s'agit plus simplement de donner son opinion, mais d'attaquer ouvertement les minorités et de contrôler les femmes en les rabaissant à un certain idéal en utilisant leur représentation passée dans la pop culture. Certains trouvent même qu'il y en a désormais trop dans le jeu vidéo. Pourtant, d'après une étude effectuée par le site Diamond Lobby, sur 100 jeux sortis entre 2017 et 2021, seulement 5% permettaient de contrôler uniquement un personnage féminin contre 31% pour un personnage masculin et 63% proposaient les deux. Avec des outils aussi puissants que YouTube et X, il est facile de partager tout et n'importe quoi à une masse de personnes. Et ça l'est encore plus quand ceux-ci font déjà partie du fandom. Quand certains de ces fans s'avéraient être des personnes qui autrefois faisaient de nombreux contenus enthousiastes sur la Lara Reboot, But today, I am going to be talking about Rise of the Tomb Raider, giving you my review. Overall, it's the absolute best Tomb Raider I've played since the original. It says a lot. I'm a huge fan, so I give the game 5 peppers out of 5. Just wow, that was so good. Like that was really good. And I was like super excited about it because it just felt like a Tomb Raider experience. And I love it, man. Like you got underwater traversal, you gotta look out for like piranhas and stuff, and you gotta hide in the like little algae thingies. I don't know. You got your standard like Tomb Raider puzzles that make you have to think a bit. You've got your traversal throughout the game, and so it definitely feels like a Tomb Raider experience. You got some parts that are scary, and the tombs, they feel scary, and the traps, and they feel dangerous. Dude, I love her. I feel like this is the absolute best her personality has ever been portrayed. It's so good. It's like a spiritual experience. I feel like it was an out-of-body experience for me. Man, I'm just still in shock. Puis qui du jour au lendemain ont soudainement retourné leur veste soit pour des raisons personnelles ou pécuniaires. And I gave them more credit than they even deserved because I enjoyed the games. And honestly, if they had their own like character name and that all they did was just change the names and had their own IP out of it, hey, I'd still play whatever else they come out with because I did enjoy them, but they're not Tomb Raider. They don't contain the heart of Tomb Raider. Just wow, that was so good. Like that was really good. And I was like super excited about it because it just felt like a Tomb Raider experience. They don't contain the heart of Lara Croft. The character is completely unrecognizable in motivations, in personality. I feel like she is now an extension of, you still do feel some classic Lara in there, but she's still, I don't know, she's just more of a person altogether. And I feel like this is the best characterization we've had of Lara ever. And I can say that confidently, and I never thought that I would, but this version of Lara is the most well-rounded personality that we've ever seen in any Tomb Raider game in the history of time. En laissant transparaître une homophobie, une transphobie et un racisme décomplexé, on peut se dire que l'hypocrisie a de beaux jours devant elle. Personnellement, je ne sais pas comment on peut se sentir fier de sortir un tel flux contenant autant de vide et de haine. Mais au-delà de ça, je pense aux personnes qui tombent sur ce genre de choses et qui peuvent croire à cette désinformation permanente et aux autres qui peuvent se sentir touchés par le genre de propos que l'on peut y retrouver. Pour des fans, cela peut être particulièrement violent quand une personne dont l'algorithme vous recommande le contenu se met soudainement à vous dire que non seulement le personnage que vous aimez est inférieur, mais surtout que ce que vous pouvez être les dérange.
Le plus triste est que certains fans puristes continuent de suivre ces personnes aux propos infâmes qui dans le fond n'en ont quasiment rien à faire de Tomb Raider, et cela juste parce qu'ils n'aiment pas la Lara actuelle. On peut se dire qu'ils trouvent un certain réconfort à dénicher des personnes qui prennent part à une partie de leur opinion, et cela peu importe le sous-texte dangereux qu'elles partagent. Nous nous trouvons désormais dans un moment charnière pour Tomb Raider, et pour ma part, je suis intrigué par la direction que la franchise semble prendre avec cette unification. Personnellement, je n'ai jamais ressenti qu'il y avait de fausses ou de vraies Lara Croft. Et pourtant, j'ai commencé avec Tomb Raider 1, puis le reste des épisodes classiques en 2000. Il y a seulement plusieurs ères que j'ai traversées durant mes années de joueur. Celles-ci ont eu leurs hauts et leurs bas, et bien que j'ai des jeux et des projets qui m'ont parlé plus que d'autres, je suis toujours excité par l'avenir de la série, et de découvrir ce que les équipes de développement ont concocté. De plus, grâce à la sortie des remasters et des autres projets, le personnage revient dans les mémoires, et ses aventures sont transmises aux nouvelles générations. En tant que fan, je me sens plus que satisfait par l'attention qui nous est portée, mais cela ne m'empêchera pas d'être critique sur le futur. Mais pour cela, je préfère attendre de vraies informations concrètes plutôt que d'imaginer un fantasme qui serait inassouvi. Je ne m'attends pas à plus qu'à une Lara ayant retrouvé toute sa confiance, fusionnée au côté plus empathique de la Lara Reboot. En quelque sorte, de retrouver une Lara façon LAU ou des spin-off Lara Croft. C'est en tout cas la piste que semble prendre la série d'animation. L'absence de Tomb Raider s'est faite ressentir depuis 2019 et a vu naître au fil du temps une certaine impatience auprès du retour de son héroïne et a vu grandir des attentes auprès des fans. L'unification devait être un moyen de rassemblement et pourtant on peut se dire que c'est un peu mitigé pour l'instant. Mais est-ce bien la faute des développeurs ? Personnellement, je pense que non. Les rancœurs de certains fans existaient bien avant le reboot et celles-ci avec les réseaux sociaux se sont simplement retrouvées décuplées et distordues. Toutefois, je ne peux m'empêcher de penser que le manque d'information et de transparence de la part de Amazon Games et des hautes pontes de Crystal Dynamics quant à la révélation du prochain jeu n'aide pas à apaiser les tensions. La critique est essentielle, mais celle-ci aurait plus effet à être nuancée et constructive que de se porter principalement sur l'élévation d'une version de Lara plutôt qu'une autre. Elle aurait à mon sens bien plus de poids auprès des personnes s'occupant de la franchise. Il faudrait qu'une partie de la communauté tempère ses attentes, cesse de croire à toutes les rumeurs sans preuve qui circulent, de se monter tout un cinéma à chaque annonce et fasse attention aux personnes qu'elles peuvent suivre et surtout aux messages qu'elles communiquent. Le monde évolue, mais pourtant certaines voix restent délibérément confinées dans leurs idéaux et miroitant un passé imparfait. En tant que membre de la communauté LGBTQIA+, je me sens particulièrement en inconfort par toutes ces prises de position qui se font entendre de plus en plus, et écœuré quand ce sont des joueurs qui en parlent, tel d'un mal à traiter dans leurs médias favoris. Malheureusement, il est difficile de savoir où de telles prises de position nous mèneront, mais ces pensées sont d'ores et déjà transmises hors des frontières américaines par des influenceurs. Dans l'avenir, j'espère profondément que les développeurs pourront faire les jeux qu'ils souhaitent sans avoir à se soucier des réactions du public sur les histoires qu'ils veulent raconter, peu importe les thématiques et leurs protagonistes. Bien entendu, au milieu de tout cela, il existe de nombreux fans enthousiastes et créatifs qui ne cessent de mettre en avant leur passion en dessinant, en cosplayant, en écrivant, en faisant des vidéos ou simplement en partageant leur passion tout en respectant les goûts de chacun, en gardant un œil ouvert et critique sans céder au rabaissement et à la haine pure et simple. Et si finalement la solution était simplement d'accepter et de transmettre l'histoire de Tomb Raider et de Lara Croft, de respecter les joueurs passés, présents et futurs, ainsi que ceux qui l'ont et vont la construire. Quant aux autres personnes intolérantes qui se prétendent protéger les joueurs en déclenchant des polémiques pour des vues et qui harcèlent ouvertement des développeurs, des scénaristes, des acteurs, des journalistes, l'histoire vous oubliera vite.